la flambée de violence en Ituri, les autorités congolaises opposent désormais comme nouvelle approche les services d'anciens chefs de milice ayant la maîtrise du terrain. Objectif de la mission, convaincre les combattants de la milice Codeco de déposer les armes, organiser leur identification et accélérer le processus de leur éventuelle reddition puis mettre fin aux hostilités. La tâche ne s'annonce pas facile étant donné qu'il va falloir d'abord convaincre ces miliciens dont la structure organisationnelle et les revendications ne sont pas bien connues. À Padougou, ils se rendront également dans les territoires de Maradi et d'Irumbu. La situation dans cette province du pays n'inquiète pas que les autorités congolaises, également préoccupées les juridictions internationales. Début juin, la Cour pénale internationale pointait des actes dits de meurtre, de mutilation, des pillages systématiques perpétrés dans cette partie du pays et d'ajouter qu'ils pourraient constituer des crimes relevant de sa compétence. Au registre des chefs de milice attendus dans le cadre de la mission diligentée par les autorités congolaises, figure en bonne position Germain Katanga, ancien combattant du FRPI, la force de résistance patriotique de l'Ituri, condamné il y a 6 ans par la Cour pénale internationale. Il est sorti de prison en mars dernier. Mathieu Ngudolo, ancien commandant en chef du Front des nationalistes intégrationnistes et ancien dirigeant de la FRPI. Semaine écoulée, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko a fait malaise en prison. Transféré par la suite à l'hôpital militaire de Brazzaville, il a été testé positif au Covid-19. Les autorités veulent désormais l'envoyer dans un autre établissement hospitalier, un véritable mouroir selon son avocat français, Maître Norbert Tricot. La famille demande alors à ce que Jean-Marie Michel Mokoko puisse rester à l'hôpital militaire ou mieux être soigné à son domicile par son propre médecin. Face à la détérioration de son état de santé, les appels à sa libération se sont multipliés ces temps-ci afin de lui permettre de bénéficier tout au moins d'une évacuation sanitaire. Début mai, le président Denis Sassou Nguesso, se prononçant sur son cas et celui de notre compatriote, a estimé qu'il n'y avait pas de raison de libérer 2 opposants politiques, dont Michel Mokoko, dans le cadre du désengagement des prisons face au coronavirus. Pour Denis Sassou Nguesso, le pays ne compte aucun prisonnier politique, mais seulement des prisonniers de droit commun. Et la qualité d'homme politique ne confère aucune immunité juridictionnelle à qui que ce soit. En septembre dernier, le ministre français des Affaires étrangères avait déclaré que Paris attendait des actes du président congolais concernant cet opposant, le général Mokoko, formé à l'école militaire de Saint-Cyr en France. Accusé d'avoir proféré des propos orduriers contre des pontes du parti au pouvoir, Moustapha Sissolo a été définitivement exclu de la formation du chef de l'État Macky Sall. Surnommé El Pistolero, le vice-président de l'Assemblée nationale fait souvent la une des journaux pour ses écarts de langage et de comportement. Mais des propos qui lui sont attribués dans des enregistrements ayant circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux ont été de trop pour l'Alliance pour la République. Elles sont particulièrement injurieuses pour le député Farba Ngom et le directeur du quotidien pro-gouvernemental Le Soleil, Yakam Ngom, tous 2 membres de l'APR et réputés proches du président Macky Sall. Les propos qui lui sont prêtés dénoncent la gestion du foncier ou du dossier du train express régional en chantier entre Dakar et sa banlieue. Il serait sa réponse à des accusations de détournement de fonds à son encontre, a rapporté la presse. Compagnon de Macky Sall avant que celui-ci n'accède au pouvoir en 2012, Moustapha Sissolo ne s'est pas exprimé publiquement au sujet de ces enregistrements dont on ignore la provenance. Élu plusieurs fois député, Moustapha Sissolo, qui a dirigé le Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de 2016 à 2020, devrait conserver son poste de député selon un responsable du pouvoir. Avant de commencer la reconstruction, nous devons nettoyer les ruines de la corruption, car elle a laissé nos impôts en ruine. Nous devons nettoyer les ruines de la paresse, car elle a baissé nos infrastructures en ruine. Nous devons nettoyer les ruines du passivisme, car il a laissé nos droits en ruine. Nous devons nettoyer les ruines de la dépendance à l'égard des donateurs, car elle a ruiné notre dignité.
Tant que je serai président, j'insisterai sur le fait qu'aucun nouveau Malawi ne doit être construit, sauf celui qui est construit par les Malawiens. C'est nous. Ce n'est pas un secret que nous avons eu une administration après l'autre qui a déplacé ses messages à la prochaine élection en promettant la prospérité, mais en apportant la pauvreté. Promettant le nationalisme, mais apportant la division. Promettre la tolérance en politique, mais ne pas respecter les droits de l'homme. Promettre la bonne gouvernance, mais offrir la corruption. Promettre l'autonomie institutionnelle, mais assurer la capture de l'État. La cuvée 2020 du processus de révision annuelle de la liste électorale vient de s'achever en Côte d'Ivoire et elle serait particulièrement fructueuse. Plus de millions de nouveaux inscrits sur des listes qui comptaient avant la révision plus de 6,5 millions d'électeurs, signe d'un engouement en vue de prochaines échéances électorales. La révision annuelle de la liste électorale aura donc drainé plus de nouveaux inscrits qu'attendu, et ce malgré la pandémie et les inondations. Si potentiellement 5 millions de personnes, c'est-à-dire le nombre estimé d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas inscrits sur les listes, pouvaient venir s'enrôler, les responsables de la commission électorale disaient tabler sur 200 ou 300 000. Or, environ 1,1 million de personnes seraient venues s'inscrire, bénéficiant de 2 prolongations de 12 jours au total accordées à la demande de tous les partis. 4 mois de la présidentielle, les états-majors politiques ont fait feu de tout bois pour pousser leurs sympathisants à s'inscrire, y compris le FPI pro-Gbagbo qui boycottait les élections depuis 2011 et entend bien cette année peser dans les urnes. Les statistiques détaillées de la commission électorale permettront de dire dans quelle région ces appels de partis ont été le plus entendus et au sein de quelle tranche d'âge. La liste va maintenant être traitée, expurgée de ces doublons ou des personnes décédées par exemple. La liste provisoire sera publiée au plus tard le 1er août. S'ouvrira alors une période de contentieux avant la publication définitive en septembre. 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé ce mardi le peuple congolais à manifester le 13 juillet prochain à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire congolais dans le strict respect des gestes barrières. Cette coalition avait revendiqué la victoire pour son candidat Martin Fayoulou à l'élection présidentielle de décembre 2018, officiellement remportée par Félix Tshisekedi. Les leaders de Lamuka accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsard Malonda, dont l'Assemblée nationale a entériné le choix comme futur président de cette instance, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. La nomination officielle du nouveau président de la CENI doit être validée par le chef de l'État. Le comité laïque de coordination proche des catholiques et des mouvements citoyens a aussi appelé pour le 19 juillet prochain à une grande marche pacifique de protestation à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Ces appels à manifester interviennent alors que la République démocratique du Congo vit toujours sous le régime de l'état d'urgence sanitaire face au Covid-19. Prolongé pour la 6e fois ce lundi pour 15 jours, l'état d'urgence sanitaire interdit notamment les rassemblements de plus de 20 personnes. C'est à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre et quelques membres du gouvernement de coalition que l'interdiction d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national a été annoncée. Cette interdiction intervient alors qu'une première marche doit avoir lieu dès ce jeudi à Kinshasa à l'appel de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du président de la République Félix Tshisekedi et du ministre de l'Intérieur. L'UDPS a d'ailleurs laissé entendre que la marche serait maintenue malgré l'interdiction. La coalition d'opposition Lamuka et les catholiques du comité laïque de coordination avaient aussi appelé à manifester le 13 et le 19 juillet prochain. Pour justifier cette décision, le ministre de l'Intérieur a invoqué l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie de Covid-19, renouvelé lundi dernier pour 15 jours par le Parlement.
Il a également ajouté que les membres de la coalition au pouvoir ont été invités à entamer des discussions politiques sur les questions qui les divisent. Le gouvernement regroupe, rappelons-le, des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila, toujours majoritaire au Parlement. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est mort ce mercredi à Abidjan des suites de problèmes cardiaques. À 61 ans, il a fait un malaise à l'issue du Conseil des ministres à la présidence et est mort à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Cocody peu après son évacuation. Greffé du cœur en 2012, Amadou Gon Coulibaly, dit AGC, était revenu il y a près d'une semaine de France après 2 mois d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, avait-il dit très souriant lors de son retour. Amadou Gon Coulibaly était un habitué du sérail politique. Il baignait dans ce milieu depuis tout petit. Il est en effet issu d'une famille influente de Korogo, dans le Nord. Son père était député PDCI-RDA du temps de Félix Houphouët-Boigny. Ingénieur des travaux publics de formation, Amadou Gon Coulibaly gravit progressivement les échelons. Il est élu député à l'Assemblée nationale de 1995 à 1999, puis maire de la ville de Korogo. En 2001, nommé Premier ministre et chef de gouvernement en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a mis notamment en œuvre les projets de rénovation des infrastructures à Abidjan, ainsi qu'un vaste programme social pour améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Dans l'entourage du président, on loue volontiers sa rigueur, son sens de l'organisation et sa force de travail.